Donc aujourd'hui, on a décidé de faire une table ronde sur la Design Authority. Pourquoi ça? C'est qu'on entend beaucoup parler et en fait, on entend quand même des sons de cloche un peu différents. Il y a des acceptations un peu différentes. Donc on s'est dit que plutôt que faire une présentation ou deux présentations sur le sujet, on s'est dit on va confronter des points de vue. J'espère que ça ne va pas partir en bataille, mais non. Donc on a trois magnifiques intervenants aujourd'hui qui vont se présenter un petit peu ce qu'eux ils appellent une Design Authority, ce qu'ils ont mis en œuvre dans leur organisation. Et puis ensuite, on rentrera un petit peu dans un échange de questions-réponses. On pourra mesurer est-ce qu'il y a écart ou pas écart entre ces visions. Voilà. J'en dis pas plus dans cette introduction. Je vais accueillir d'abord Yannick, que vous connaissez, mais qui va se représenter pour ceux qui ne le connaissent pas. Bonjour à tous, très heureux d'être ici parmi vous. Donc moi, maintenant, depuis 1 an et demi, chez Danone, je suis responsable de l'architecture d'entreprise au niveau groupe. Et je vais vous donner, alors avant de commencer sur les Design Authority, 2 mots sur Danone, parce que généralement tout le monde connaît bien, mais il y a quelques surprises que j'ai découvertes en arrivant. Alors la vision de Danone, c'est amener la santé au plus grand nombre à travers la nourriture. Et ça se traduit dans 3 lignes produits. La première, c'est l'eau. Alors l'hydratation en période de canicule, ça prend un peu de sens. Tout ce qui est laitage, avec un vrai enjeu sur les bactéries. L'objectif, c'est avoir une bonne santé de notre microbiote et aussi laitage au lait végétal. Et enfin, la nourriture infantile et la nourriture médicale. On fait beaucoup de nourriture médicale, soit sous perfusion, soit en tant que complément alimentaire post-opératoire aux personnes âgées. Donc ça, c'est quelque chose que je connaissais moins avant d'arriver. Danone, c'est 30 milliards, 100 000 personnes. Voilà, on est présent dans presque tous les pays. Donc je vais donner 2 mots sur le contexte de nos Design Authority. Ça a démarré sur d'abord des drivers métiers. On avait l'enjeu, au moment où on déploie des grands programmes à l'échelle d'un groupe, quand on déploie à l'échelle d'un groupe, on va déployer pays par pays, et chaque pays est différent. Et l'objectif, c'était de dire, avant de déployer, on veut s'assurer que les métiers sont d'accord sur le corps modèle business qu'on va déployer. Et une fois qu'on est d'accord sur ce corps modèle, qu'on est bien d'accord sur la partie IT, les technologies, les solutions, l'intégration. Et donc ça a donné lieu à 2 Design Authority. Et comme on s'accoste à des programmes de déploiement, on en a profité aussi pour poser une grande méthodologie programme qu'on appelait DanPass, avec des gates, des stages. On se prépare, on fait le design, on se prépare à déployer, on fait un pilote, et après, on déploie de manière industrielle, pays par pays ou usine par usine. Et ce qu'on fait, c'est que sur ces gates, on vient accoster, pour ces grands programmes, 2 Design Authority. La Design Authority qu'on a appelée Cross-Functional Design Authority, où là, on va bien valider les process métiers et leurs interdépendances, et une Design Authority IT, où là, on va valider le design et l'architecture. Merci beaucoup. Je vais inviter maintenant Olivier de Michelin à nous rejoindre. Bonjour à tous, merci de me recevoir. Donc Olivier, je travaille comme mon t-shirt l'indique chez Michelin. Donc je suis à l'IT. Donc Michelin, c'est un grand groupe, 1889. Fondation, 130 000 personnes. 28 ou 27,2 milliards de chiffre d'affaires. A priori, tout le monde sait qu'on fait des pneus. Ça, c'est bon. Le guide Michelin, c'est nous aussi. Peut-être surprenant, les joints de sous-marins nucléaires, c'est aussi nous. Ça, vous ne l'aviez pas peut-être. On opère des flottes dans le monde entier. On opère 1 million de véhicules poids lourds dans le monde. Donc tout ce qui est lié à la mobilité. Et on a une nouvelle ligne produit qui est autour d'essayer d'appliquer nos savoir-faire pour faire un pneu dans d'autres domaines. On appelle ça les matériaux de haute technologie, d'où les joints dans les sous-marins, d'où le médical. Et ça, c'est une business line qui est en devenir, où il y a beaucoup de merge et acquisition. Donc voilà, Michelin, un groupe dynamique. On est 6000 à l'IT quand même. Et alors, Design Authority, en fait, on en a un petit peu, mais pas trop. Nous, quand on a créé Continuous Architecture, si vous avez entendu parler de ce framework, le principe de base, ça a été décentraliser la décision.
On était dans un monde où toutes les décisions passaient par un comité d'architecture et du coup ça scale pas, c'est assez lent, etc., etc. Ça positionne les architectes en plus mal vis-à-vis de l'équipe, plutôt en gate de validation. Donc quand on a fait Continuous Architecture, notre principe ça a été de dire on décentralise les décisions au plus proche du terrain, là où ça se passe. Alors une fois qu'on a dit ça, il y en a quand même un paquet dans l'entreprise qui se sont dit oulala, comment on contrôle ce bazar. Donc ce bazar, en fait, alors on peut dire qu'on a fait une design authority, mais c'est un peu le schéma que je montre. Nous, on aime bien que ça se passe en bas, mais il y a quelques décisions importantes, type 1 ou 2, je ne me rappelle plus, enfin celles qui coûtent cher et celles qui sont difficilement réversibles, qui montent dans des comités de pilotage pour qu'on aille récupérer la lumière de ceux qui décident. Et ça, du coup, alors, il peut y avoir plusieurs niveaux, donc domaine, voire entreprise. Et là, alors, la difficulté qu'on a, c'est que au niveau entreprise, on a deux chemins. On a un chemin IT, où là, c'est l'EA, un peu comme Danone, qui est la gate finale, une architecture review board. Et puis, on a des comités métiers, l'industrie, la R&D, où il y a aussi des décisions qui peuvent être prises. Mais pour vous donner un ordre de grandeur, on prend au maximum une 50aine de décisions. De toute façon, le temps de réunir tous ces gens-là, on n'a qu'un slot par mois. Donc un slot 2 heures par mois, ça vous donne un peu la capacité de prise de décision qu'on peut avoir. Donc on essaye d'en avoir le moins possible qui monte là-haut et le plus possible qui reste en bas. Et du coup, la cohérence, on essaye de la garantir avec un certain nombre de principes. Mais on y reviendra peut-être plus tard. Merci beaucoup, Olivier. Et on va accueillir Jean-Michel Hamon, d'Air Liquide. Bonjour, donc je suis l'intrus de service, parce que je ne suis pas à la DSI. Je suis dans l'organisation finance et plus particulièrement des shared services chez Air Liquide, où je travaille depuis très longtemps, avec un profil très financier, mais un intérêt pour les systèmes d'information plus particulièrement. Bon, Air Liquide, vous connaissez sans connaître, on a une activité industrielle, une activité aussi tournée vers la santé. On est présent dans beaucoup de pays, ça expliquera aussi, comme beaucoup d'entre vous, le point de départ auquel on a été confronté. On a réalisé il y a quelques années qu'on avait une obsolescence programmée qui s'annonçait, et donc on a dû anticiper, on le détaillera plus tard. On a, de manière assez similaire à ce qui a été dit, beaucoup de gouvernance, avec une collaboration très forte entre l'IT et le métier. Là, je vous présente en fait la façon dont est high level, dont on est un peu organisé. Donc, on a, je dirais, splitté nos géographies par grandes zones, et ensuite nos métiers transverses. Historiquement, je vous l'ai dit, on est très local. La première chose qu'on a faite, c'est quand même de mettre le métier au cœur et de lui demander de définir ses besoins au travers d'un corps modèle, avec une autorité qui arbitre et une IT qui délivre une core solution qu'on déploie régionalement au travers de projets. Et tout l'arbitrage se fait et remonte en cas de déviation. Donc on pourrait y revenir, mais des relais locaux sous l'autorité du métier. Donc c'est important d'avoir une autorité métier qui soit entendue, respectée. Et ça passe aussi par un mandat et un sponsorship au plus haut niveau pour justement forcer l'adhésion. Nous, ce qu'on recherchait, c'était éviter de reproduire tous les systèmes, parce qu'on a tout, et toutes les instances, et de rationaliser le paysage IT, de standardiser les process, comme on était en train de mettre en avant l'organisation Shared Services. Donc, et on va peut-être rentrer un peu dans le détail. Déjà une question un peu commune à tous les trois. Vous avez un peu commencé à toucher du doigt l'origine, pourquoi vous avez mis en place. Qu'est-ce qui fait que dans votre contexte, cette gouvernance est vraiment nécessaire? On peut aussi le faire dans votre sens. Qu'est-ce qui se passerait s'il n'y avait pas cette gouvernance en place? Peut-être un premier tour sur le pourquoi. Alors, oui, d'autant plus que quand on met en place ce type de gouvernance, il n'y a pas de bonne gouvernance. C'est celle qui convient à l'entreprise et qui convient à l'entreprise à un instant T.
Si je prends le cas de Danone, si je reviens 5 ans en arrière, alors j'étais pas là, il y a eu un programme qui s'appelait Local First. Avant Local First, pour chaque pays, il y avait 3 entités juridiques sur les 3 lignes produits. Et ils ont décidé de simplifier ça pour être plus efficace et d'avoir un general manager par pays en charge de l'ensemble des lignes produits et responsable de son PNL et plein pouvoir pour développer le business sur son marché et sur son pays. Alors ça a très bien marché, ça continue de très bien marcher. Un des inconvénients, c'est qu'ils ont pris une forte autonomie pour choisir leur propre solution IT. Et ça a déclenché une forte fragmentation du système d'information. Si je dois donner un chiffre, je crois que 68% de nos applis, il y en a plus de 2000, sont déployés que dans un seul pays. Donc on est dans une entreprise qui est extrêmement décentralisée. Du coup, quand on déploie des grands programmes, à chaque fois qu'on arrive dans un pays, on se confronte à plein de spécifiques et les programmes y mettent du temps. Donc l'objectif, c'est de dire comment je suis beaucoup plus performant dans l'exécution de ces programmes. Et c'est pour ça que ces design authorities sont nées. La première, la cross-functional, elle sert quelques objectifs. Le premier, c'est est-ce qu'on est bien d'accord sur ce qu'on va déployer dans les pays et tout le monde est bien prêt et de dire oui, ça nous convient, on n'aura pas besoin de mettre le spécifique, on sécurise avant. Le deuxième, c'est est-ce que les pays, le scope des pays, parce que ce n'est pas toujours tous les pays, est-ce qu'on est bien d'accord sur ce scope-là. Donc, et cette design authority, elle a un enjeu surtout de validation et d'alignement. Hein. L'objectif, c'est qu'on soit d'accord au moment de partir. Et la design authority, la deuxième, la tech, elle, c'est son pendant. Et les deux sont totalement complémentaires. Et dans une démarche d'instruction de l'architecture et du design, dans les early stages des programmes, il y a un continuum. Et d'ailleurs, dans les supports de présentation, les slides sont croisés entre les deux livrables. Et les deux, quand on passe en design authority, on passe à 15 jours d'intervalle à peu près. Voilà. On en a fait 2 parce que ce n'est pas les mêmes validateurs. Dans la cross-functional design authority, c'est les SVP métiers, hein, c'est les patrons métiers qui sont capables de dire, et les patrons en région et de zone, de dire on est d'accord. Sur la partie IT, c'est les stakeholders IT et les équipes projet IT et business qui vont dire est-ce qu'on est bien d'accord sur le design et le choix de la meilleure solution. Donc c'est pour ça qu'on a ces deux principes. Et ce qu'on a mis là, avec cette méthodologie, on l'applique, et je le détaillerai plus tard pour les plus petits projets, c'est vraiment nos grands programmes, hein, qu'on appelle les Tier 1, Tier 2, hein, qui sont worldwide ou à l'échelle de toute une région. Alors nous, on a historiquement un problème de vitesse et les initiatives qui sont les plus lentes sont les grands programmes. On est à l'échelle d'une dizaine d'années quand ils sont successful. Donc on essaye d'en faire un peu moins. Alors il y a plein de raisons historiques à ça. Déjà, Michelin, c'est une manufacture, c'est même pas une industrie. Donc manufacture fait que chaque usine est différente d'une autre. Donc standardiser un truc manufacture, c'est pas évident. Après, il y aurait toujours des endroits où on pourrait standardiser les processus, là. Mais en réalité, au mieux, on arrive à travailler par plaque géographique. C'est-à-dire la façon de faire du business aux États-Unis, c'est pas tout à fait la même qu'en Europe. Donc les grands programmes, en fait, ils sont pas si grands que ça. Il y en a très peu qui sont très transverses. Et on essaie d'en avoir le moins possible parce que c'est ce qui met le plus long à aboutir. Et donc la gouvernance, pour éviter, je suis d'accord, sur la fragmentation, ça reste un vrai sujet. Quand on dit on veut décentraliser, donc nous, enfin, je pense que c'est assez clair. Moi, ce que j'essaie d'éviter, c'est que le plus de choses remontent à la design authority. À la limite, si la design authority s'ennuie, c'est même encore mieux, puisque ça veut dire que les équipes vont vite. Par contre, c'est plutôt une espèce de gouvernance a posteriori, pas des gates prédéfinis, sauf vraiment sur des décisions de type investissement lourd. Et investissement lourd, on est à 100 millions et plus. Donc on est quand même sur des gros investissements. Pour tout le reste, en fait, on est plutôt sur des principes. On va essayer de découpler l'architecture, d'avoir des contrats d'interface clairs, d'avoir une stack techno qui évolue pas trop. Donc on est plutôt sur ce type de choses. Et si on voit une déviation, donc on a une décision locale. Si la décision locale, elle sort des clous, déjà elle a été prise pour une bonne raison, a priori. Et l'enjeu, c'est de la ramener dans le cadre, plutôt que de les faire passer devant un comité, faire valider la solution, et après l'implémenter. On préfère qu'il l'implémente d'abord et que ça amène la valeur, et après revenir
si on considère que c'est hors du cadre. Donc la Design Authority, elle est un peu hybride, c'est-à-dire qu'on est bien obligé d'en avoir un petit peu quand même au niveau entreprise, même si c'est le moins possible, et garder une cohérence, mais plutôt a posteriori sur le terrain. C'est pas si évident que ça de garder une cohérence. Alors après, du coup, on est en train de déployer une approche APQC, processus, un framework processus connu, qui là génère d'autres problèmes, mais au moins on essaye d'avoir un référentiel de process commun qui donne une base pour la discussion avec le métier, mais c'est une démarche qui est vraiment naissante chez nous, qu'on n'a pas complètement encore déployée. Donc le moins de design authority possible, contrôle plutôt en cours de route, et on ramène gentiment s'il y a eu une déviation et qu'on l'a repéré. Qu'on ne repère pas toujours les déviations loin de là, quoi. Et moi je pense que ce modèle, avec l'agentique qui arrive, les approches traditionnelles de gouvernance vont être complètement submergées. Elles sont déjà submergées aujourd'hui chez nous. Alors demain avec l'agentique, ça va être encore pire, quoi. Voilà, enfin ça c'est... Pour animer le débat et le réchauffer un peu, je ne serais pas d'accord, mais c'est normal. Donc en fait, je vais vous raconter un peu la genèse de notre programme ERP chez Air Liquide. Donc on a appelé E-Line. Au début, on a pensé à One et on a dit non, ça ne va pas le faire. Donc on l'a appelé E-Line. Ça a commencé comment? Notre CEO avait entendu que comment ils vont changer SAP. Notre CFO a dit t'inquiète, je m'en occupe. Et historiquement, les projets ERP, c'était plutôt des projets EPR. Vous voyez, un peu, ça dérive, on n'en voit pas le bout, ça coûte plus cher. Donc, et ce que m'a dit la CFO à l'époque, c'était de dire, écoute, c'est un peu comme la guerre, c'est un peu trop important pour que ça soit confié à des militaires. Donc on va s'en occuper, parce que forcément la finance, on est plus fort, et on va définir un corps modèle et on va leur montrer. Voilà. C'est un peu ce qu'on a fait. On a cherché à mettre tout le monde sous contrôle, en définissant une expression de besoin, en reprenant les pain points, parce que les gens ne savent pas trop ce qu'ils veulent, mais au moins t'as mal où, ça gratouille, ça chatouille. Donc les gens expriment un petit peu leurs attentes par rapport à ce qui ne va pas très bien. Donc tout ce qui est manuel, tout ce qui est pas standardisé. Donc à la fin, en faisant parler un peu les gens, on arrive à préciser le besoin. Et il faut faire un distinguo aussi entre le corps modèle qui impose des principes très forts et forcément les exceptions locales, notamment réglementaires. Ça, on accepte la localisation. Après, les déviations business, on comprend moins bien. Ou en tout cas, on définit des corps modèles par métier, par business. Il peut y avoir des exceptions. Le Japon peut être une très bonne exception, mais il n'y en aura pas deux, en fait. Après, on recherche quand même cet alignement interne. Et tout remonte. Parfois, en fait, rien ne me remonte. C'est un peu comme la chambre des enfants, quoi. On n'entend pas de bruit. C'est un peu suspect, ça va mal finir. Donc, quand même, on va voir de temps en temps. Si ça ne remonte pas. Donc l'importance aussi d'avoir quand même des architectes, des gens qui fassent au plus proche des projets. C'est pour ça qu'on a le groupe qui définit arbitre, mais avec des relais locaux de déploiement, métier et IT. On a une organisation maintenant IT qui aussi, même locale, rapporte au central. Ok. Et du coup, une question pour Danone un peu spécifique. Les deux DA distincts, c'est parce que c'est pas les mêmes acteurs, ce que tu disais tout à l'heure. Il y a aussi une question de rythme, il y a aussi une question de... Alors, je vais juste rebondir sur, et après je vais répondre à la question sur les corps modèles et les procès. Et ce que ça tire quand on se confronte à la réalité locale. Nous, c'est un quotidien. Donc, ce qu'on essaie de faire maintenant, parce qu'on a nous aussi on a nos EPR, ouais, on a même, alors pas autant, mais les programmes globaux, ils sont quand même un petit peu compliqués. C'est d'être clair sur là où c'est pertinent. Hein, on peut dire c'est pertinent worldwide, on peut dire c'est pertinent Europe, on peut dire c'est pertinent Europe, mais sur la partie qu'on appelle nourriture médicale, parce que là, on a des marchés particuliers, on adresse des professionnels de santé, donc les process vont être différents. Donc on ne va pas chercher forcément à se dire c'est
le one size fit all pour tout le monde, mais au moins de se dire, dans cette design authority fonctionnelle, est-ce que ça fait sens? Est-ce que c'est réaliste? Est-ce qu'on peut y arriver? Est-ce qu'on a le soutien de tout le monde pour y aller? De design authority, oui, parce que ce n'est pas les deux mêmes acteurs. C'est aussi, parce que la design authority, la IT1, elle, telle qu'on l'a mise en place, elle traite tout. Enfin, tout, pas que les grands programmes, elle traite les plus petits programmes globaux et intervient ponctuellement quand ça remonte sur des enjeux locaux. Là où, et là on n'a pas encore complètement décentralisé la partie locale, mais en tout cas on a un rythme tous les 15 jours pour au moins, quand il y a des initiatives, qu'on puisse un peu les traiter, de se dire attention, est-ce qu'il y a un flag rouge sur une techno qu'on va retenir et de dire ouais, donc, non, c'est un peu exotique, il faut quand même tester cyber la solution, ou est-ce qu'il n'y a pas une techno qui existe déjà qui fait à peu près la même chose dans cette logique de limiter la fragmentation, mais si on a un projet local Indonésie, on va laisser faire les équipes locales. Voilà. Donc le scope des programmes n'est pas tout à fait le même, hein. La design authority métier, c'est les grands programmes qui ont un tiers tout. La design authority IT, elle a un spectre plus large sur les projets. Et aussi une petite question en rebond côté Michelin, parce que beaucoup d'autonomisation des équipes, mais comment on fait du coup pour connaître le besoin local et puis les bonnes initiatives qui méritent d'être remontées d'un cran? Alors, comme je disais, nos grands programmes ne sont plus très grands, à part peut-être la compta des choses très transverses. Et encore, on n'a pas une compta... on a une compta par grandes activités quand même. C'est plutôt par plaque régionale. Donc, on n'a pas de... Au niveau de ces programmes, par exemple l'Amérique du Nord, on va avoir une design authority qui est plutôt d'ailleurs sur le fond un peu métier, le minimum du minimum qu'on essaie de pousser en termes de standardisation. Et par contre, côté technique, là, en fait, on a une design authority qui dit pas son nom, qui est plutôt, on pilote notre stack technique avec un outil qui s'appelle le Tech Radar. Donc là, c'est là où finalement, comme on n'empêche pas aux équipes de prendre la techno qu'ils veulent, avec le warning, si tu pars avec la techno exotique, tu es tout seul, et quand ça plante le dimanche soir, c'est toi qui travailles. Donc on essaie de capter les initiatives technologiques qui pourraient être intéressantes. Et après, on les fait mûrir dans le radar technologique. Ce qui pose quand même une question, c'est que comment on garde le radar en termes de taille et de nombre d'éléments acceptables. Comment on le contient. Donc ça, finalement, en fait, ça se régule un peu tout seul, parce que une équipe qui veut prendre une nouvelle techno, si elle n'a pas d'aide et qu'elle doit tout faire toute seule, elle va sûrement aller quand même plutôt sur la techno standard, sauf si elle a un vrai incentive, un vrai besoin qui n'est pas couvert par la techno standard. Donc en fait, on n'en a pas tant que ça qui remontent des trucs ésotériques, et qui à la fin, en fait, quand ça remonte, ils sont plus tellement ésotériques, ils ont été choisis pour un purpose bien défini, et du coup, la question c'est est-ce qu'on l'intègre en disant ça c'est une techno prête pour le reste du monde, ou est-ce qu'on dit ça reste local parce qu'il y a un besoin très spécifique qu'on veut pas étendre. Donc on ne gère pas vraiment de la même façon, on va dire métier et technique. Il y a autre chose qu'on essaye de faire passer, c'est un peu le sens des deux design authority chez toi, c'est côté métier, parler du métier et arrêter de parler de l'IT. Comme ça, nous, on ne parlera pas de métier. Non, c'est qu'en fait, ils viennent nous chatouiller. On a pris l'habitude de beaucoup leur expliquer comment on faisait les choses. Qu'on voulait passer de Oracle à SAP. Je plaisante, on est très Oracle. Mais, et du coup, maintenant, ils ont un avis sur comment il faut qu'on fasse notre métier, ce qui est quand même intéressant. Du coup, je me permets de temps en temps de leur dire, d'un point de vue métier, tu devrais faire ça. Et j'ai souvent dit, mais attends, mais t'es à l'IT, je dis oui, c'est vrai, et vice versa. Donc on essaye de les maintenir sur expliquez-nous là où vous avez mal, qu'est-ce que vous voulez standardiser, l'operating model que vous voulez, et on vous dira avec quoi on le fait. Et le avec quoi on le fait, finalement, c'est notre problème. Et donc on essaie vraiment de séparer les sujets. Est-ce qu'on est vraiment successful tout le temps ? Non, les habitudes ont quand même la vie assez dure. Voilà, c'est comme ça qu'on essaye un peu de gérer. Et c'est un combat de tous les jours. J'y étais hier.
sur une migration de Oracle Business Suite vers Fusion dans le cloud. Voilà, c'est une galère sans nom ça. Voilà. Donc c'est un futur EPR en construction celui-là. Bonne chance. Je ne suis pas, encore une fois, tout à fait d'accord, parce qu'à la fin, plus on laisse de diversité, plus ça coûte. On a recentré chez nous nos activités, tout ce qui pouvait être back-office, tout ce qui n'est pas customer-facing, autour d'une organisation je dirais, administrative GBS, Global Business Services, et aussi autour d'une activité industrielle qui recouvre la production et la logistique. Par exemple, on a des problématiques de tracking d'assets chez les clients. On avait un tracking pour la santé. En fait, on a beaucoup de bouteilles, en fait, des cylindres. Et donc, chacun était parti de sa solution de tracking. À la fin, le tracking, c'est le même. Alors, peut-être que le tracking dans la santé va avoir une composante réglementaire plus forte. Peut-être que le tracking en Amérique du Nord, contrairement à l'Europe, ne va pas servir à facturer. Mais si on pousse un petit peu les équipes à trouver le point commun et tout ce qui peut être mutualisable et mutualisé pour avoir une solution standard sur laquelle on pose des principes, sur la base de principes, de corps modèle, et ensuite de traiter au cas par cas les exceptions vraiment justifiées. Le fait de laisser des entités se débrouiller entre guillemets toutes seules, à la fin, on paye. À la fin, on en aura les conséquences. Il y a une problématique de cyber, parce que c'est le maillon faible, ça impacte le groupe. Donc, on a quand même évolué au départ à cause de cette problématique EPR que je soulignais pour l'anecdote. Au début, personne ne voulait s'en occuper de ces projets parce que au mieux, c'est un train qui arrive à l'heure, on ne vous dit pas merci. Par contre, quand il déraille, donc maintenant, on a quand même retransformé ça. Parce que, comme vous l'avez dit, il y a trop de freins pour standardiser, pour digitaliser. Je ne parle pas des data models. C'est très compliqué. Donc, le fait de reprendre la main quand même et d'imposer, de faire remonter jusqu'à un niveau COMEX les déviations, en mettant par métier en tout cas. Et ensuite, avec l'IT, de trouver des complémentarités. Parce que les éditeurs, les gens avec qui on travaille, ils travaillent avec tout le monde, donc ils ne savent pas s'ils travaillent avec telle sous-activité de l'air liquide. On a quand même intérêt et possibilité de trouver quand même beaucoup, beaucoup de points communs. Merci. Un petit message à l'Assemblée. J'ai encore une question là, que j'ai posée à tous les participants. Après, c'est vous qui posez les questions. Donc vous avez 5 minutes pour préparer vos questions. Et en attendant, je voudrais qu'on parle un peu du qui. Et on vient de parler là, on vient de dire les anciens projets, c'était dur de les faire avancer, personne ne voulait s'y coller. Mais il y a qui dans ces instances de gouvernance et qui les fait bouger, qui les mobilise, qui est le porteur de ce dispositif de gouvernance et comment on active la relation entre l'IT et le métier pour que ça soit bien huilé. Alors, si je prends la design authority qu'on appelle la cross-functional, on a essentiellement les patrons métiers, donc ce qu'on appelle nous les SVP, donc c'est COMEX-1, et ils sont tous présents, quelle que soit la thématique adressée. Une des raisons que je n'ai pas évoquées, c'est que quand on valide le corps modèle, on valide aussi les interdépendances entre les process métiers, parce qu'il y a plusieurs grands programmes en cours de déploiement, et à un moment donné, dans une cohérence bout en bout des process ou des intégrations un peu métiers entre les grandes plateformes, les grands logiciels qu'on déploie, il y a aussi des enjeux d'alignement là-dessus. Et c'est animé par un SVP qui porte l'animation de cette démarche. Et moi, entre guillemets, je lui suis un peu rattaché en dotted line, donc ça permet de faire une jonction. Et d'avoir l'IT présente, et bien sûr, il y a le VP IT, des métiers qui sont présentés. Si on prend la Design Authority IT, là on y retrouve l'équipe projet Business IT qui va participer et présenter. Et après, dans les instances de validation, on va y voir la cyber, le procurement, le legal / DPO, intégration, hosting et l'architecture. Et quand on est sur des projets zones, on demande à une personne qui représente la zone d'un point de vue IT d'être présente
pour s'assurer que dans la validation, on vient bien assurer la cohérence avec les autres projets en cours dans la zone. Voilà. Et c'est les responsables qui font que ça tourne? Alors, Ça tourne tout seul ou il y a besoin d'entraînement? à chaque fois, il y a une animation. Donc, côté SBI Design Authority fonctionne avec quelqu'un qui est en charge de l'animer. La Design Authority Tech, c'est l'architecture d'entreprise qui l'anime. Donc, et moi, j'ai quelqu'un dans l'équipe qui s'assure du cadencement. Et peut-être un point sur l'état d'esprit de la Design Authority. Hein. Des fois, on dit, c'est pas une review. Hein, des fois, on dit, il y a des architectures board review, on ne fait pas de review, on valide. Mais quand on dit on valide le fait que tout le monde est d'accord et aligné. C'est-à-dire que, moi, une petite anecdote, moi quand je suis arrivé et que j'ai mis en place ces Design Authority, la partie tech, on m'a dit, écoute, c'est génial, on va enfin pouvoir bloquer les projets qui ne sont pas conformes aux standards. Et j'ai répondu, moi c'est pas mon job. Moi, mon job, c'est que tout le monde travaille ensemble en amont pour au moment où on arrive dans cette instance, qu'on soit aligné et c'est la validation de cet alignement. Et si à un moment donné on pressent pendant le design qu'il n'y a pas d'alignement, on va faire les escalades avant. Et le retour, notamment des équipes projets qui viennent, ils disent, ce qui est très bien, c'est que une fois qu'on est passé, on a la vision d'ensemble de ce qu'on doit faire. On a aussi, nous, les architectes, un rôle de faire ces diagrammes qui présentent vraiment d'une vue synthétique les projets. S'il y a quelques réserves, elles sont tracées. Et le fait que tout le monde ait dit OK, si à un moment donné, il y a une difficulté pendant le projet, je ne vais pas me sentir seul parce qu'on sera tous un peu accountable du fait qu'on a pris cette décision ensemble. Et donc, on sait qu'on aura le soutien de tout le monde pour corriger le problème. Donc, c'est vraiment un état d'esprit. On valide l'alignement entre les acteurs. Voilà. Du coup, il y a très peu de no-go en fait. Hein. Les rares fois où on en a eu, c'est plutôt côté legal parce qu'ils étaient arrivés dans la boucle un peu tard. Et c'est juste que partie remise pour finir une assessment de compliance. Comme on est donc localement, ça sera les équipes. Donc chaque équipe est autonome avec l'architecte, mais pas forcément d'architecte pour prendre toutes les décisions d'ailleurs. Donc c'est d'abord là que ça se passe. Après sur les grands comités, soit tech, soit métier. Donc côté tech, on a ce fameux tech radar où c'est plutôt des techniciens pour le coup, des gens qui connaissent un peu la technologie, qui vont le faire évoluer. Et puis sur les grandes décisions de type EA, on a un comité une fois par mois qui est animé par le chief architect. Où là, en fait, en fonction des sujets, c'est un binôme IT métier qui vient présenter. Et les décideurs, voilà, c'est les gens de l'AIS IT et potentiellement les chairman côté métier en fait. Sur les comités métiers, donc industrie, CRM, etc., là on est animé, on a l'animateur il est côté métier, souvent parce qu'il y a un programme qu'il faut faire avancer. Donc là c'est lui qui porte l'animation de cette Design Authority. Et là c'est l'IT qui est convié sur les sujets quand on est vraiment sur les sujets tech. Mais en fait voilà, donc c'est vraiment il y a toujours un animateur de la communauté, enfin de la Design Authority, mais comme la majorité des décisions elles sont prises en dessous, c'est pas vraiment là que ça se passe, quoi. C'est vraiment que là où c'est par exemple quand on décide d'installer des clusters Kafka dans chacune de nos usines, comme c'est un investissement et que ça impacte le coût de revient du pneu, là on passe par un comité de pilotage industriel. Là et je suis d'accord, c'est plutôt pour dire on s'aligne. Donc fatalement, comme on s'aligne, c'est lent, ça prend plus de temps. Mais vu la nature de la décision, c'est quand même mieux. Et pendant qu'on fait ça, les équipes dessous continuent à avancer dans le cadre qu'on leur a donné. Voilà, donc c'est un espèce de jeu mouvant à plusieurs têtes. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans l'Assemblée ? Bonjour, je pense que vous constatez dans vos écosystèmes des métiers qui sont de plus en plus à la manœuvre sur des initiatives locales. Shadow IT, Shadow IA, aujourd'hui maintenant, enfin nous on en a de plus en plus à la SNCF. Comment vous traitez ces choses qui passent un peu sous le radar avec pour le coup, c'est pas l'IT qui est à la manœuvre, c'est directement le métier. Comment on rattrape ça ? Alors, moi, je vois deux choses. Il y a le cas où ça démarre côté métier, et puis à un moment donné, ils ne savent plus faire, et ils nous balancent la patate chaude. Et là, on dit, non, il n'y a pas de budget, t'es gentil, mais non. On trouve toutes les excuses pour ne pas récupérer la patate, mais on essaie de s'organiser un petit peu quand même. Donc ça, je dirais, déjà, on les voit passer.
Par contre, après, effectivement, avec l'agentique, tout ça, c'est une machine, le personal software, là, ce qu'avant on appelait le citizen dev, là, va y en avoir de plus en plus. Et là, en fait, c'est plus par les principes qu'il va falloir qu'on soit solide plutôt que s'imaginer qu'on va pouvoir gouverner ce truc-là. Parce que ils auront tellement les moyens de faire sans nous, à leur échelle. Le seul vrai problème, c'est quand ils veulent passer ce qu'ils ont fait à grande échelle. Et là, généralement, ça coince. Et du coup, il faut bien expliquer que le passage à l'échelle, ça nécessite un peu plus que de jouer en vibe coding avec son agent Gemini ou Copilot, ce que vous voulez, et que du coup, il va falloir vraiment investir. Et là, c'est une relation traditionnelle qu'on peut avoir avec l'IT, quoi. Et à mon avis, il ne faut même pas chercher à essayer de gouverner. Il faut être solide sur ses principes. Mes API sont clean. C'est bien découplé. Si tu veux faire un truc on top et que tu le supportes tout seul, débrouille-toi avec ça. Mais c'est quand ils vont vouloir le passer à l'échelle que ça va poser problème. Et là, il faut industrialiser entre guillemets, quoi. Bon, c'est pas très différent. En fait, déjà, l'IT Shadow, c'est compliqué à éviter. Par contre, le principe de base, c'est que ça doit se faire sur la base d'outils approuvés par le groupe, notamment en termes d'IA. On ne peut pas aller choisir ce qu'on veut sur le marché. Et ensuite, on responsabilise bien les personnes en charge en leur disant si ça s'arrête et que tu as fait ça tout seul, ça sera ton problème. Donc, c'est pour ça qu'il faut repasser avec l'IT pour bien sécuriser les développements qui peuvent être faits. Ouais. Alors oui, nous c'est un vrai sujet, hein. On a un historique, on commence à documenter l'IT, donc on a un pourcentage de Shadow IT qui est important. Ce qu'on a mis en place, au-delà de notre Design Authority, on appelle ça la Light Tech Design Authority, et dans le processus d'allocation budgétaire qui se fait par une plateforme de gestion de portefeuille projet, pour enclencher les budgets, à un moment donné, il faut cocher une case validée par l'IA qui dit OK. Alors après, on a fait une Light Tech Day parce qu'on évite de submerger. Mais ça nous permet, quand il y a ça qui arrive, on est sollicité, on prend 1 heure à 2 heures pour échanger avec l'équipe locale qui lance son projet. Alors IT ou business, parce que des fois, ils arrivent à passer les budgets à côté, donc il y a une partie qu'on peut ne pas voir, pour se dire, attention, est-ce qu'il n'y a pas un petit flag là-dessus ou il y a un point de vigilance et sinon, on les laisse partir en leur demandant de bien documenter dans notre plateforme de documentation du SI que c'est bien là, avec éventuellement un honneur métier pour qu'on puisse en avoir la trace. Et on travaille également avec la cyber, parce que ces plateformes qui arrivent, faut qu'on puisse maîtriser un minima, qu'elles soient résilientes à des attaques cyber, parce qu'après, c'est potentiellement des points d'entrée dans le SI ou des vols de credentials, donc on veut absolument, voilà. Donc là aussi, c'est faire de la sensibilisation. Partez pas tout seul avec vos solutions. Sur l'IA, c'est un peu pareil. On a nos plateformes groupes. Elle n'est pas unique, mais globalement, on a quelques plateformes qui permettent de faire de l'IA. Pour faire de l'IA, il faut de la data. Donc ça aussi, ça nous permet de sécuriser, parce que c'est compliqué d'aller faire. À un moment donné, ils ont besoin de se connecter à des sources de données, à notre entrepôt de données. Et puis le troisième levier sur l'IA, c'est le Responsible AI. On a mis en place, alors c'est les équipes data, un process de gouvernance pour s'assurer qu'on est compliant à la réglementation sur l'IA responsable. C'est une règle qui est européenne, mais on a fait le choix de dire il n'y a pas de raison que cette règle européenne ne s'applique pas à l'ensemble du groupe. Donc quelle que soit la zone à l'origine de la demande d'IA, à partir du moment où il y a de l'IA qui arrive, devra passer dans cette gouvernance pour valider la Responsible AI partie. Et donc ça aussi, ça va nous permettre de voir passer l'ensemble des initiatives. Après, quelqu'un qui ne veut pas passer, il peut toujours arriver à passer à côté, mais ça devient plus dur. Je rebondis sur la partie data. Est-ce que justement, côté Design Authority, vous vous préoccupez de ce périmètre-là, et en particulier l'augmentation de la qualité des données, enfin tout ce qui a trait à la data de manière un peu globale vis-à-vis des données qui sont des données clés de l'entreprise, bien sûr. Alors, plus que la Design Authority, parce qu'à un moment donné, si on fait évoluer une plateforme data où on valide un standard de plateforme IA, ça rentrera en Design Authority, c'est plutôt la collaboration et la proximité avec les équipes data qu'on travaille ça. Hein. Les équipes data, elles sont organisées à la plateforme, la gouvernance, les cas d'usage, l'analytics, l'IA. Et après, ils ont des représentants par région. Et nous, on travaille en grande proximité avec eux pour, au quotidien, on améliore la qualité de données, on l'harmonise, on la centralise, on la rend accessible.
et on l'utilise correctement dans chacun des projets. Donc là, oui, dans les design authority, ça va se voir, mais c'est un travail conjoint qu'on mène. Plus la data est en qualité, plus on l'active vite, plus on a de la valeur, plus l'IA fonctionne bien. Donc c'est une vraie préoccupation d'ensemble. On a fait émerger ce qu'on appelle des SSOT, Single Source of Truth. Globalement, c'est des data marts, de la donnée locale qui a été harmonisée à un niveau global et dont l'harmonisation a été stampée par le métier. Et on peut dire, à partir du moment où ça c'est en place, on a une confiance forte sur cette donnée. Et donc c'est là qu'on va brancher notre analytics et nos IA. Peut-être pour rajouter, donc il y a quelques années, on a lancé un programme qui s'appelait Data Driven Transformation. Non, Data Driven Company 1.0. Parce qu'on voulait être une société. Alors c'était un peu pour faire de l'AI, mais prendre des décisions le plus rapidement possible sur de la data de qualité. Beaucoup de use cases, peu de valeur créée, en gros, des centaines de use cases, peu de valeur. Donc on a lancé la V2 du programme de transformation, qui s'appelle Data Driven Company 2.0. Et en partant du principe qu'on n'y est pas arrivé la première fois, parce que, il y avait trop de use cases. Donc là, on avait un petit problème de gouvernance en termes de nombre d'initiatives qui étaient parties. Et que la data qu'on avait n'était pas bien modélisée et de bonne qualité. Donc en fait, ce programme-là s'est transformé en... Je me focus sur des endroits où on pense qu'on peut avoir de la valeur. Donc typiquement chez nous, le lien entre la R&D pneus et l'industrialisation dans les usines, c'est un truc qui ne fonctionne pas très très bien. Et quelles sont les datas dont j'ai besoin pour faire ça? Et donc du coup, là, c'est la modélisation, la couche sémantique. Et là, c'est des discussions très compliquées, parce que c'est quoi un pneu, c'est quoi l'attribut truc, donc les ontologies, etc. Donc ça demande un effort d'alignement. C'est pas nécessairement de la gouvernance, c'est que si on l'a pas, ça ne marche pas. Donc ça, c'est la V2 du programme, c'est plutôt transformé là-dessus en disant, je vais plutôt identifier quels sont mes freins pour m'empêcher de faire, par exemple, ces grands use cases de nature transformationnelle. Et c'est, ce data product il n'est pas dispo, du coup je vais travailler dessus, du coup c'est quoi les sources, du coup comment je modélise, etc. etc. C'est plutôt comme ça qu'on l'a attrapé. On est au début du truc, donc on n'a pas encore la valeur, mais on sent que on commence à débloquer des choses par rapport à avant. Voilà. Et du coup, c'est des programmes 1.0 et 2.0 un peu détachés de la gouvernance qu'on vient de voir avant, Ouais. de la design authority. Ouais. Ils ont leur propre gouvernance, donc la gouvernance du nombre d'initiatives pour éviter la profusion de 150 use cases en parallèle. Donc là, ils sont passés de 250 à 6 grands use cases un peu plus volumineux. Et la gouvernance sur les objets et la data, c'est pas vraiment une gouvernance, c'est afficher déjà l'état dans lequel on est. Qu'est-ce que j'ai besoin de régler? Et potentiellement trouver des financements pour travailler dessus, quoi. Parce que la data quality, c'est du temps, c'est des gens, etc. Ça se fait pas rapidement. Et bien sûr, c'était pas budgété au départ. Donc, c'est plutôt ce type de gouvernance, mais c'est un des comités que j'ai montré plutôt métier. Et Jean-Michel, côté métier, la data, vous la voyez passer? Alors, on a une organisation interne, on a une organisation infra et on a une organisation data aussi, GDO, avec des data lakes et des data portals. Après, c'est au métier d'être en charge, responsable. Ce qui est quand même important, c'est alors on a un focus actuellement, c'est le end-to-end, parce que on est quand même tributaire de la qualité de la donnée quand elle voyage. Et si on ne regarde pas le sujet, en fait, on s'aperçoit que la donnée, elle est rapidement dupliquée. C'est ce qu'on ne veut pas. Donc il faut remonter à la source de l'information et réorganiser pour que la donnée soit stampée, qu'il y ait un honneur derrière et qu'ensuite elle voyage proprement et qu'on sache qui en est accountable. Nous, le point commun qu'on a avec la Cross-Function Design Authority, c'est que dans cette équipe-là, on a ce qu'on appelle des Global Business Data Owners qui font partie de cette équipe et qui travaillent sur tout ce qui est data gouvernance. Voilà. Et donc, on bridge bien ça. Et quand on passe un projet dans ces instances, dans les deux Design Authority, il y a ce qu'on appelle la Data Readiness Assessment, où on s'assure bien que d'un point de vue data quality, usage des bons modèles, on est conforme aux bonnes pratiques du groupe.
Ouais, je rebondis là-dessus parce que je me posais une question sur c'est quoi tout ce que vous regardez là dans les. Alors, c'est pas des reviews, j'ai compris, mais quand vous arrivez en bout de chaîne et qu'il faut prendre la décision, qu'est-ce que vous regardez, jusqu'où vous allez? Donc, vous regardez les données, vous regardez la réponse, l'alignement aux business capacities, vous regardez le to be, vous regardez. J'ai entendu quand on préparait, il me semblait qu'on a parlé de business case que c'est porté par l'architecte et on regarde le business case. Alors, et puis après, je passe la main. Non, le BCase, il est fait pour les grands programmes au niveau de la Cross-Functional Design Authority. Pour l'ensemble des autres projets, il n'est pas traité aujourd'hui dans les déclencheurs. Donc moi, à chaque Design Authority IT, je le demande et je le challenge. Je ne bloquerai pas un projet parce que moi, je peux éventuellement le remonter. Parce que ça permet d'avoir un éclairage sur combien on met sur la table, qu'est-ce que ça rapporte, et ça permet aussi d'avoir une idée de l'ambition qu'on a sur l'architecture, parce qu'il faut qu'elle soit en termes de adaptée un peu à la taille et à l'ambition du projet ou de la demande. Après, dans ce qu'on fait dans un design, c'est classique, hein, les process, les capabilities, les data, les intégrations, la hosting, enfin, l'operating model, rien d'innovant. Très simplement, hein, s'il n'y a pas de payback, il n'y a pas de projet. En fait, on a une gestion des investissements assez centralisée. Et voilà, on alloue les investissements et après une compétition interne, entre guillemets. Et on est très très strict sur les notions de payback, et non seulement d'un business case, mais d'un payback qui soit à la hauteur des attentes. Et dans ce cas-là, on décidera d'allouer différemment les ambitions. Il faut qu'il y ait vraiment une justification économique. Ce n'est pas un projet pour un projet, surtout pas. Y compris local ? Surtout pas, oui. Donc en fait, le local, c'est catastrophique. Ça va coûter très très cher. C'est une incitation à dépenser en prenant des risques et non. D'abord, merci pour tout ce que vous partagez avec nous. Ma question serait du point de vue de vos parties prenantes, métiers, équipes, projets, etc., dans vos entreprises respectives. Est-ce que ces design authority ou instances de gouvernance sont bien connues? Dans quelle mesure sont-elles comprises et comment sont-elles perçues en fait? Alors pour ma part, elles sont connues, même si elles sont multiples. Parce que souvent, on est quand même soit dans un domaine métier, soit côté IT. Comment elles sont perçues, ça dépend des gens. Mais globalement, en fait, ça dépend du niveau où on va se trouver. Quand on est plutôt sur des grands programmes, elles sont réputées pas très rapides, pour pas dire lentes. Donc après, et elles sont vues sur. Je vais quand même. On n'a pas encore trouvé comme chez Danone le sweet spot où c'est vu comme je suis pas là pour bloquer. C'est pas vraiment comme ça. Je dois présenter des options. Et on va décider collectivement, mais si c'est pas, enfin, on n'est pas vraiment, moi j'appelle ça un espèce de consensus mou. C'est une demi-décision, tout le monde connaît l'adage, demi-décision égale bordel au carré. Donc on est un peu là-dedans parce qu'on va pas chercher l'affrontement, on va chercher une espèce de consensus. Et du coup, c'est assez mal perçu parce que du coup, les décisions qui sont prises, souvent, en fait, quand elles sont quand même un peu les demi-décisions, elles sont pas bien comprises, elles ont tendance à être challengées par la suite. Du coup, ça a un peu servi à rien, donc on se dit souvent tout ça pour ça, quoi. Voilà. De notre côté, on a quand même aussi un peu de résistance interne, parfois locale. Donc c'est pour ça que l'alignement par le top, le sponsorship est plus que nécessaire. Alors les messages que j'ai portés de manière très transparente n'engagent que moi et la finance, ou la finance et moi-même. On a peut-être moins d'exigences dans certains métiers, mais malgré tout, tout le monde reconnaît qu'il y a des organes de décision, ils sont contents ou pas contents, c'est comme ça, et c'est décidé avec des approches très transverses, très métiers, et il n'y a aucune raison que ça, en Indonésie, au Brésil, je vois pas pourquoi ça marcherait pas, quoi. Il y a quand même des différences de point de vue, d'application. Hein. Donc juste, je vais... Côté Danone, oui, elles sont connues.
parce que ça fait 18 mois que ça tourne maintenant, pour plus s'associer à la méthodologie programme, donc, qui est bien connue, et puis il y a eu tout un change qui a été fait sur cette méthodologie. Elles sont plutôt bien perçues pour les projets qui y passent, qu'on n'arrive pas à les faire passer tous, parce que finalement, on a fait en sorte de se positionner en partner project et en accélérateur plutôt que en gatekeeper. Dans l'état d'esprit, on essaie d'éviter ça. En plus, on simplifie un peu la vie des projets, parce qu'avant, il dit, bah, tiens, la cyber, est-ce que c'est bon? La data, est-ce que c'est bon? Et là, on dit, voilà, c'est un one fit all, là, on met tout dedans, et en une fois, on fait passer l'ensemble des thématiques. Nous, on fait passer tous les projets au-dessus de 500K, je pense qu'on les voit pas tout passer. On avait des enjeux de time to market, il ne faut pas que ça ralentisse le projet, donc on les a passés tous les 15 jours, même si les slots ne sont pas occupés, pour dire, si on n'est pas prêt, de toute façon, on décale que de 15 jours. Voilà. Maintenant, on est encore dans une phase de mise en place et de montée en maturité. Mais tous les 15 jours, c'est des évolutions, enfin, c'est pas des projets, là. Si, c'est pas possible. Alors, d'abord, un projet les plus gros projets passent plusieurs fois, parce qu'il y a le début, le lancement du projet, Gate 1, la fin du design, Gate 2, et la fin du pilote, où on a l'architecture détaillée également qu'on revalide, Gate 3. Donc les plus petits projets, ils passent qu'une fois, hein, on n'a pas la capacité à... Et non, il y a beaucoup de projets. Parce qu'on n'est pas aussi performant sur le côté BKs pour un peu réguler les initiatives. Vous le répétez pas. Et pour enfoncer le clou, en fait, il y a un mot que j'utilise souvent, donc la démocratie, la dictature, donc on fait démocrature. Voilà. On écoute, on décide. Une question un peu prosaïque, mais vous avez abordé le sujet du contenu, mais sous quelle forme finalement est-ce que vous êtes assez strict sur la façon dont les dossiers doivent être présentés, ou alors c'est très libre? Est-ce que vous pensez aussi à la capitalisation pour l'avenir du projet, à faire en sorte que la donnée soit réutilisable? Certainement avec le futur, avec la GenAI, on pourra certainement réutiliser aussi plus facilement les données qui ont été présentées au comité. Enfin voilà, comment est-ce que vous voyez la donnée qui vous est présentée et la structure? Alors chez nous, au niveau des équipes, une pratique qui a très bien marché, c'est les ADR, les Architecture Decision Record. Donc c'est un fichier Markdown dans lequel l'équipe instruit son sujet, critères, options et recommandations. Ça marche très bien au niveau des équipes. Dès qu'on monte dans les strates, on passe fatalement par un PowerPoint. Alors que concrètement, on pourrait le faire de la même façon, mais on a une espèce de passage obligé par PowerPoint. Et là, du coup, la capitalisation passe par la SharePoint, etc., le moteur de recherche. Donc c'est beaucoup moins facile, et en plus c'est moins structuré. C'est-à-dire que les ADR, on a un template, alors on pourrait dire on pourrait avoir un template PowerPoint. On en a un, mais il n'est jamais suivi en fait. Donc ça dépend de là où on se trouve. Déjà, c'est pas le même fond de page. Il y en a qui veulent l'exec summary d'abord, mais il y en a qui le veulent à la fin. Enfin, tous ces trucs-là. Donc bon, voilà. Donc dès que ça monte, la capitalisation est plus compliquée. Le narratif est beaucoup moins structuré. Et alors qu'au niveau des équipes, c'est tout dans GitLab sous forme de Markdown. Contrairement à vous, en fait, on a deux points forts dans le groupe avec plein d'autres faiblesses, mais les aspects, tout ce qui est sécurité, on est très, très intransigeant, et également le processus investissement. On est très capitalistique, donc toutes nos décisions industrielles sont très, très motivées, et on a un processus IT cloné sur ce processus d'investissement. Donc les gates, c'est l'IT qui les met, c'est assez lourd, donc c'est très structuré, on essaye de simplifier. Et les outils AI permettent d'y arriver aussi. C'est rigolo parce que j'ai travaillé sur un sujet, donc on a nous aussi des financiers, la finance. Non mais tout le monde en a. Hein, et donc sur le processus d'investissement, ils voulaient, donc on est aussi capitalistique avec nos industries, on a beaucoup d'investissements, et ils voulaient faire entrer l'IT dans ces mêmes processus. En fait, on achète un logiciel comme on achèterait une machine industrielle, quoi. D'un point d'investissement, ils voulaient standardiser ce truc-là. Ils y sont jamais arrivés. Et donc, moi, j'ai assisté à des discussions où j'avais en face de moi quelqu'un de la finance qui m'expliquait que fallait que je passe un jalon d'opportunité, qu'une fois que j'avais passé ça, je pouvais déclencher l'amortissement. Et je lui disais, mais moi, je suis dans un monde agile, un monde produit, c'est pas tout à fait le même jeu, quoi.
On ne s'est jamais entendu. Donc résultat des courses, on a deux façons de faire. L'industriel et l'IT qui ne sont pas du tout pilotés pareil. Et pourtant, c'est des gros niveaux d'investissement. Donc on n'y est jamais arrivé. Il faut demander aux commissaires aux comptes qu'est-ce qu'ils en pensent. De mon côté, c'est les templates, et ils sont stricts et ils sont suivis. De toute façon, ils sont vus par quelqu'un de l'équipe, donc si c'est pas conforme, on les remet conformes. Pour le côté après, au-delà de la documentation, qu'est-ce qui se passe? Tout ce qui est validé en Design Authority se retrouve dans notre documentation du ICI. Donc on a une plateforme Linux pour la description des applications, des capabilities, des data, des interfaces, des technos. Donc ça doit être à jour. Et la partie core modèle, avec mon équipe, on pilote aussi le fait de les modéliser dans les business process dans Signavio. On accoste les deux. Et aujourd'hui, ce qu'on a mis en place, c'est que dans la Cross-Functional Design Authority, quand on valide un core modèle business, on ne peut pas le valider s'il n'est pas documenté dans Signavio, ce qui nous permet d'avoir le bout en bout des process. En tout cas pour ceux qui sont core modélisables. Donc ça permet, au-delà des instances passées, d'avoir la documentation qui perdure. Vous devez être dans pas mal de cas dans des projets assez longs. Qu'est-ce qui se passe au-delà des décisions initiales de la Design Authority dans le suivi soit de la non-dérive du projet par rapport aux décisions initiales ou dans le cas de projets longs, on voit aussi que finalement les choses viennent à changer en termes de contexte de besoin. Donc comment ça se passe pour réinstruire à ce moment-là des nouvelles réorientations du projet? Alors, on a exactement ça. Donc, nous, dans des grands programmes qui ont 10, 12, 15 ans, des EPR, ouais. Hier, j'étais sur l'un, il a 8 ans de retard. Donc, l'architecture qu'on est en train de mettre en place maintenant, elle a été définie il y a 8 ans. Alors, c'est un peu caricatural parce qu'on a réussi à infléchir le truc de temps en temps. Mais et donc finalement, le truc qu'on a pensé il y a 8-10 ans, il était sûrement très pertinent il y a 8-10 ans, mais aujourd'hui plus du tout. Le problème c'est qu'on est sur des trucs tellement transverses, tellement processus end-to-end qu'on n'arrive à rien toucher parce que dès qu'on touche là, bah, il faut remonter toute la chaîne. Enfin, donc ça c'est même plus un problème de gouvernance, c'est un problème de design de tout ça. Il faut tout découpler. Les processus, c'est pas end-to-end. Enfin, là, on sera encore pas d'accord. Mais c'est pas grave, il n'y a pas de problème. C'est parce que justement, on a fait des processus end-to-end qu'on est aujourd'hui dans la situation dans laquelle on est, où on n'arrive plus à faire évoluer, parce qu'on a tout couplé avec ce processus, et qu'on ne peut plus faire d'évolution sans coordonner 10, 20, 30 équipes. Et c'est, quand on regarde les 8-10 ans de retard du programme, c'est la cause principale de ce retard-là. Donc c'est ça qu'il faut qu'on arrive à casser, en étant moins end-to-end, en étant moins processus, en étant plus petit, plus découplé et plus agile. Parce que sinon, enfin, 8 ans de retard sur un programme, c'est juste pas possible. Et là, on leur dit, maintenant, il faut faire de l'agentique. Ils ont toujours pas implémenté l'architecture d'il y a 10 ans. Donc, comment on fait là? Enfin, donc c'est un vrai sujet. Et là, on est quelques-uns à croire là-dedans, mais c'est compliqué de faire passer ce message-là parce qu'on est très end-to-end, on est très. Si vous voulez un bon cas d'école, ce qu'a fait Decathlon, c'est Benchmark. Là, Romain Taillade, si vous pouvez récupérer sur Internet ce qu'il a fait, c'est typiquement ce que je pense qu'il faut qu'on fasse. C'est bien découpler, remettre le back-office là où il est, c'est-à-dire dans le back-office, et pas que, par exemple, notre supply chain remonte trop dans la prise de commande, par exemple, et que ça soit découplé et relativement autonome dans un cadre, sinon on va jamais réussir à accélérer. Enfin, on a déjà du mal à pas être trop en retard, alors accélérer, c'est compliqué. Là, je suis assez d'accord. Enfin, ça peut. Non. On avait dit qu'on ne serait pas d'accord. Bon. C'est un puzzle en fait. C'est sûr que si on est extrême et qu'on part, il n'y a rien, on veut absolument tout optimiser. Après, on peut découper le end-to-end, mais il faut quand même avoir cette vision globale. En fait, ce qui manque, parfois, c'est d'avoir. On a un paysage IT architectural, mais il faut avoir le paysage fonctionnel. Donc, comment l'information, j'y reviens. D'où elle part. En fait, il y a très peu, on a beaucoup de process communs, de la logistique, de la maintenance. Ça ne défie pas quand même les lois de la physique. Donc, tout le monde a ses activités. Et après, c'est sûr que la maintenance va tomber en finance. La finance a quelques attentes, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a maintenu. La maintenance doit savoir, mais c'est quels assets. Donc, voilà, il y a 2 ou 3 points communs.
Donc, essayons de trouver les sujets d'arrimage. Après, c'est pas d'imposer tout, mais qui est un point de rencontre défini et qui est une architecture fonctionnelle, en fait. C'est ça qui peut manquer. Ouais, je vais juste rebondir sur ce dernier point. Ce qu'on est en train de faire, alors là, c'est pas encore fait, mais parce que quand on déploie pays par pays, est-ce qu'on est bien sûr que finalement on déploie bien le corps modèle et qu'on commence pas à introduire du spécifique? Et on est en train de tester là que, comme on a mis tous les process dans un outil, à travers du mining, de se dire, bah, tiens, finalement, est-ce que ce qui est déployé est réellement déployé et bien conforme au corps modèle? Et pour dire s'il y a un écart, est-ce que finalement c'est un bon écart parce qu'on l'avait dans le design au début d'un point de vue un peu théorique, on va dire maintenant en fait ramener à la réalité du terrain, il faut adapter. Est-ce que c'est une variante pour un pays parce qu'il y a un spécifique local qui le justifie? Mais en tout cas, c'est se doter des moyens d'avoir ce gap et de le traiter et donc, sans être dogmatique en disant de temps en temps ça fait sens et de le documenter. Et quand on fait du mining, on voit passer tous les process, les data. Enfin, d'ailleurs, on a un suivi du processus, donc ça nous donne une compréhension aussi un peu différente. Après, pour la partie tech et les dérives, pas de règle. Je vous propose d'arrêter ici. Un grand merci à tous les trois. Je pense que la diversité de vos profils et de vos contextes d'intervention ont fait la richesse de ces échanges et que tout le monde a réussi à faire la jointure entre vos différents témoignages.